Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour cette interruption, due forcément à la magnanimité de la société en charge de la distribution de l'énergie électrique qui parfois ne nous permet pas de continuer dans de très bonnes conditions. En tout cas, on espère qu'on ne va pas subir encore de coupures. Heureusement que Camdis TV a mis en route son générateur électrique qui nous permet de vous revenir pour la suite de cette émission. On espère que tout va aller pour le mieux. Et pour cette émission, nous irons dans la capitale économique du Cameroun, précisément dans la région du littoral à Douala, pour échanger avec Stéphane sur les thématiques de ce soir. D'abord, Stéphane nous fera le point sur ces batailles qui pourraient opposer les autorités administratives de la place entre le maire, le préfet qui dit que le maire est incompétent pour décider de ce que les enfants du primaire de l'arrondissement de Douala 1er ne puissent plus retourner à l'école, entre le délégué des enseignements secondaires, le maire et naturellement le préfet du département du Voré, qui a raison et qui devrait prendre les mesures qui s'imposent. Stéphane Zesse, journaliste, il est en ligne depuis la ville de Douala. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Serge Bondje, bonsoir à tous vos panélistes et merci de nous convier à ce moment d'échange, à ce moment de partage régulièrement sur votre antenne. Bien, vous posez la problématique de ce qui fait l'actualité depuis quelques heures maintenant dans la ville de Douala, ce conflit de pouvoir ou d'autorité entre différents acteurs de l'administration dans la ville de Douala et ce conflit repose sur la table la question de la répartition des compétences entre pouvoir décentralisé et pouvoir déconcentré. Mais si je m'en tiens aux informations que nous avons jusqu'ici sur la question et compte tenu de ce que disent les textes en l'occurrence, c'est normalement le pouvoir déconcentré et vous comprendrez qui alors. C'est le pouvoir déconcentré malheureusement qui tient encore jusqu'à ce moment-ci les ficelles d'un point de vue pratique sur sur le terrain, sur le plan des opérations dans un certain nombre d'institutions. Et donc, cette école-là, de ce point de vue, il est fort probable que ce soit donc le sous-préfet, voilà, qui ait la compétence de signifier aux enfants de retourner à l'école normalement. Je voudrais réagir à la suite de vos différents panélistes et même des questions que vous avez posées sur la première problématique en rapport avec la présence ou la résurgence de la Covid sur le territoire camerounais, pour dire à nos concitoyens que au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait prendre conscience qu'effectivement, il y a ce virus qui est en circulation. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a des proches très proches d'ailleurs, qui ont perdu des parents. Et on n'a pas pu organiser des obsèques puisque vous savez que lorsque des parents meurent dans ces circonstances-là, très rapidement, il faut inhumer la dépouille. Il y a plusieurs des proches, donc je ne pourrais pas compter ici le nombre de personnes qui sont partis précipitamment du fait de cette Covid-19 dans ces dernières semaines. C'est atroce, c'est grave, c'est dur de pouvoir vivre cela. Donc, je voudrais rappeler aux concitoyens camerounais qu'il faudrait prendre ses responsabilités, choisir de se protéger. Et même si vous avez le sentiment que vous, personnellement, vous êtes robuste et que ce virus ne pourrait pas vous atteindre, pensez aux autres, pensez à vos parents, pensez à nos aînés, à ceux qui sont les grands-papas, les grandes-mamans, qui sont tout autour de nous, ou alors pensez même à ceux de nos frères et sœurs qui sont souffrants, parce que il faut le savoir, la Covid-19 tue généralement dans une situation de comorbidité. Donc, il y en a parmi nous qui souffrent d'obésité, qui souffrent d'autres pathologies. Et cette Covid pourrait rapidement les emmener si nous ne les protégeons pas. L'heure aujourd'hui n'est pas
aux tergiversations du gouvernement, parce qu'on sait très bien que le gouvernement camerounais tel qu'il est en train de procéder tergiverse à plusieurs égards, parce qu'on ne peut pas comprendre comment on peut autoriser des concerts publics en grande terre avec un Covid qui circule comme cela est en train de circuler en ce moment, que ce soit dans la ville de Douala ou même à Yaoundé. Vous avez certainement vécu ce concert-là il y a quelques jours, avec des autorités de la République qui viennent participer à ce concert et qu'on voit publiquement devant les écrans de télévision, ne pas respecter non seulement la distanciation sociale qui est de 1 mètre et plus, mais au-delà de se laisser frotter par d'autres personnes, et ainsi de suite. Dans l'élan justement des festivités, on voit des gens s'agrouper, etc. Donc, ce sont des images qui ne peuvent pas communiquer la sérénité auprès des populations. Ce sont des images qui encouragent les uns les autres à se dire, mais ce gouvernement ne peut pas nous dire en même temps que nous devons respecter les mesures barrières et autorise des concerts où on voit très bien qu'on ne peut pas respecter les mesures barrières. C'est une dichotomie, c'est un double langage qui floue le message de la sérénité ou alors de la prise de conscience. Et là-dessus, je crois qu'il n'est plus question aujourd'hui de regarder à ce que dit ou ce que fait fondamentalement le gouvernement, mais il est question de se protéger, de se prémunir face à ce méchant virus qui est en train d'opérer. On parle aujourd'hui d'un certain nombre de variantes, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule variante au Cameroun en ce moment. D'ailleurs, il est difficile de dire à proprement parler quelle est l'exactitude de la variante qui existe au Cameroun, puisque les spécialistes sont unanimes pour dire que ce virus mute naturellement. Lorsqu'il est en contact avec une personne, il n'est plus jamais exactement le même lorsqu'il quitte une personne pour aller vers une autre. Donc, la mutation est naturelle chez un virus en temps normal. Et pour ce qui est de ce virus... Le ministre de la Santé publique qui envisage l'utilisation des vaccins au cas où la situation devenait compliquée, non maîtrisable véritablement, qu'il y aurait beaucoup de cas de contamination, beaucoup de décès. Est-ce que l'utilisation des vaccins véritablement est attendue à ce stade par les Camerounais et comment cela peut se passer? En 1 minute, s'il vous plaît. On va passer à la deuxième thématique. L'utilisation de vaccins est inopportune pour ce moment-ci. Vraiment, il n'est pas question de parler de vaccin parce que le vaccin, c'est une cellule morte. Bon, ce qu'ils sont en train de vouloir présenter, c'est une cellule vivante qu'ils vont introduire dans les gènes des uns et des autres pour qu'au cas où on serait en contact avec la maladie, que nos gènes soient habitués justement à cette maladie-là et puissent les combattre naturellement. Il n'est pas question de vaccin. Pourquoi? Parce que ce virus, malheureusement ou alors heureusement, peut se soigner. Ce virus se guérit. Ce virus peut être prévenu d'une autre manière. Au lieu de prévenir avec des vaccins qui sont des poisons qu'on introduit dans le corps des uns et des autres, des poisons non contrôlés, immaîtrisés jusqu'aujourd'hui, parce que entre Pfizer, Moderna et tous les autres vaccins qui sont en train d'être proposés, personne à l'heure actuelle ne peut dire avec précision scientifique quel est le vaccin qui opère de telle ou de telle autre manière. Jusque même en Europe, où ces vaccins, semble-t-il, sont déjà en train d'être déployés en ce moment, ils sont en train de remarquer qu'il y a des effets secondaires regrettables qui sont en train de se manifester chez ceux qui ont reçu ces premiers vaccins-là, et ils sont en train de tergiverser eux-mêmes dans le choix des vaccins. En France, ils sont en train de quitter le vaccin Pfizer pour aller à un autre vaccin. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont déjà consommé ce vaccin Pfizer? On ne sait pas trop. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de parler de vaccin. Il est trop tôt de parler de vaccin. Je pense même qu'au regard des solutions endogènes qui ont été développées par les scientifiques camerounais, je voudrais parler des solutions de Monseigneur Samuel Kleda, je voudrais parler du Ngulbe Tara, je voudrais parler également des autres solutions qui sont reconnues par l'Assemblée nationale du Cameroun. Il est hors de question qu'on parle de vaccins à ce moment de la crise, quand on sait qu'on peut rattraper toutes ces personnes qui sont malades, on peut les rétablir. Il suffit simplement voilà, justement
de savoir très rapidement, de diagnostiquer très rapidement, de tester, voilà ce mot que je cherchais, de tester rapidement. Parce qu'il faut également savoir, Serge Bondier, que lorsqu'on parle de 10 000 cas aujourd'hui, ce sont ceux qui ont été testés. Lorsque vous allez au marché Bopi, lorsque vous allez dans tous les marchés de Douala, lorsque vous allez en Dokoti, vous voyez toutes ces personnes qui sont en train de circuler et qui ne sont pas testées du tout. Qu'est-ce qui vous fait savoir que dans cette circulation contemporaine, il n'y a pas de virus qui soit en circulation? Là, nous sommes en train de parler de certaines parties du territoire camerounais. Est-ce que vous avez les chiffres de ce qui se passe à ce moment même du côté de Marois, quand on sait la forte population camerounaise qui évolue de ce côté-là? Est-ce que vous avez des chiffres exacts de ce qui se passe dans ces autres parties, dans l'arrière-pays du Cameroun, où il n'y a pas de tests qui soient vulgarisés comme on peut en voir dans les principales villes? C'est dire que la situation est grave et il faudrait qu'on multiplie à ce moment-ci le nombre de personnes qu'on peut tester, qu'on multiplie les mécanismes de prise en charge rapide de ceux qui pourraient être testés positifs à cette maladie-là, en développant également ces méthodologies, ces mécanismes de soins par ce que nous avons au Cameroun déjà avec ces différents scientifiques que nous connaissons. Stéphane Zesse, je souligne que vous réagissez depuis la capitale économique du Cameroun, Douala, sur ces thématiques relatives à ce confinement visible et cette bataille entre le préfet du département du Vouri, Benjamin Voutou, et le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er, Lengue Malapa. Je reviens dans ce studio avec vous, Roosevelt Tidjo, pour sortir de cette bataille, de ces éléments qui opposent ces deux personnalités. En tout cas, les notes rendues publiques par ces personnalités, le préfet estime clairement que celui qui a communiqué, parce que le maire estimait qu'il fallait donner une semaine aux enfants à la maison, reprendre le 8 mars prochain pour l'école, le préfet estime que le maire est incompétent pour prendre ce type de décision. Alors, à quel niveau se situe-t-on et comment devrait-on procéder? Est-ce qu'il y a vice de forme dans la procédure? Est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été commises par ces autorités? D'autant plus qu'on sait que nous sommes à l'aube de la décentralisation effective au Cameroun avec la mise en place des régions il y a quelques semaines. Il faudrait d'abord commencer par dire que le parti que je représente ici est respectueux des institutions de la République et un parti légal qui se plie à toute décision républicaine. Il faut plutôt lire cette décision dans ce qu'on appelle l'implémentation de la décentralisation qui, au fait, n'est effective au Cameroun que depuis décembre 2020 avec le vote de la loi portant côté décentralisé. Donc, nous sommes à 3 mois environ. Et avec la mise en place, les présidents des régions sont déjà en place. Bien sûr, mais sauf que la loi a 3 mois et dire que les autorités en 3 mois l'ont assimilée pour l'appliquer, c'est un peu compliqué. C'est une loi qui fait près de 200 articles qui n'est pas aussi facile à intégrer. Pour le cas d'espèce, il faut reconnaître que le maire, à lire l'article, je crois, 131 de cette loi-là, il est dans son rôle parce que la compétence relevant des écoles primaires et maternelles ont été totalement transférées quant à la construction, la gestion des carrières des enseignants, tout a été transféré. Et le maire, connaissant les réalités locales de son ressort, peut constater que dans une école, il peut avoir, pour le cas d'espèce, il peut avoir une recrudescence des cas de coronavirus. Il peut décider de prendre une décision dans son territoire de ressort exclusivement. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Ces écoles sont de son ressort de compétences. Et parce que la décentralisation sous-entend que la compétence transférée va avec les ressources qui vont avec. C'est-à-dire comme l'État a transféré l'enseignement primaire, toutes les écoles ont été transférées dans le pouvoir du maire de Douala pour le cas d'espèce. Raison pour laquelle il peut prendre sa mesure. Maintenant, l'autorité qui est le préfet, il faut le reconnaître parce qu'on n'a pas tué la décentralisation, n'est pas venu annuler la déconcentration. Effectivement, le préfet peut revenir sur sa décision, mais pas en l'annulant. Il n'a plus le pouvoir de l'annulation. Il a le pouvoir de recadrage et pour cela, il faut qu'il passe par le tribunal administratif, le juge administratif, pour voir si la décision est conforme à la loi et à l'esprit de la politique éducative nationale. La décision, elle n'est pas conforme parce que ici, on entre dans ce qu'on appelle le calendrier scolaire. Si le maire a suspendu les cours dans son territoire de ressort, les enfants de son territoire ne seront plus,
n'ont plus la même éducation que ceux dans d'autres territoires de ressort, d'autres communes. Parce que le maire a motivé sa décision en estimant que depuis quelque temps, vu la recrudescence qu'il y a cette résurgence de la maladie et qu'il y a des enfants qui présentent quand même des caractéristiques qui indiqueraient clairement qu'on pourrait marquer un temps d'arrêt, le temps même d'aller pulvériser dans ces écoles-là, le temps de mettre sur une campagne. C'est le communiqué corrigé qui précise ça, parce qu'après, c'est une deuxième communiqué qui corrige le premier en disant qu'effectivement, il faut plutôt c'est une bataille de communiquer sur le Covid. Le premier communiqué disait qu'on ferme les écoles dans son territoire de ressort. Le deuxième qui vient annuler, le premier demande la suspension des cours afin de pulvériser les écoles de son territoire de ressort. La réaction du préfet vient pour le premier communiqué. Le préfet lève le premier communiqué qui demande de fermer les écoles. Et cette fermeture disait tantôt que elle est légale, parce que c'est son pouvoir. Sauf qu'elle n'est pas conforme à la politique générale de l'éducation au Cameroun, parce qu'il y a une politique de l'éducation nationale qui est ici au niveau du ministère de l'enseignement de l'éducation de base. Cette politique demande à ce que dans tout le Cameroun... On peut apercevoir la réaction du préfet du département du Vouri à l'antenne. Cette politique demande à ce que les cours soient harmonisés sur tout le territoire camerounais sans distinction aucune. Or, en suspendant rien dans sa commune, vous verrez qu'il n'y a plus harmonie. Revoyons donc la décentralisation. Voilà. Revoyons donc la décentralisation. C'est donc ça que je dis encore, accordons le doute des balbutiements du début. Parce que le propos de sa décision devait être... Vous savez, on ne peut pas accorder un doute de balbutiement. Il y a un problème structurel. C'est qu'il y a des entités. Le problème de fond, c'est que les gens ne sont pas éduqués. Alors, au cours général de la décentralisation, lorsque vous voyez un problème comme celui qui est en train de se produire entre le maire et l'autorité administrative, ça répond au souci de la non-observance, même du code. Nos élites, ou alors nos exécutifs, est-ce qu'ils sont à même de pouvoir d'apporter une approche claire et translucide de certains détails dans le code général des collectivités. Ils ne peuvent pas le faire. Je pense qu'ils ne peuvent pas le faire. Il y a un problème structurel sur cet angle-là. Quelle est la responsabilité du président des régions sur cet angle? Est-ce qu'il va intervenir? On a eu quelques rares cas d'exception comme celui-ci. Appelons quand même qu'ils réussissent dans l'ensemble. Parce que sur 10 000 dossiers qui sont traités, s'il n'y a que 3. Ceux qu'on a décomposés, il y a des dossiers qu'on ne connaît pas. Il faut se le dire. Il y a des dossiers qu'on ne connaît pas. Dans les réseaux sociaux, c'est plusieurs dossiers qui n'est pas connu. On a vu les batailles de Fumban, on a vu à Douala, on a vu les Camerounais, les élites, certains membres du gouvernement ne sont pas informés ou alors n'ont pas une véritable réalité de terrain. Ils ne connaissent réellement pas ce que c'est que la décentralisation. Il faudra former des gens. Il faudra former des exécutifs. Il faudra former même... Est-ce que finalement on va pas arriver à un stade, finalement où on dit que les Camerounais n'étaient pas prêts véritablement pour cette décentralisation? C'est quand même depuis 1996. Les Camerounais sont prêts. Les Camerounais sont prêts, mais il y a une mauvaise volonté politique. Il y a une mauvaise volonté politique, les gens ne veulent pas laisser. 26 ans, 27 ans pratiquement après, on est effectif en termes de mise en route des mécanismes qui voudraient la décentralisation du code général des collectivités territoriales. Pourquoi il y a toujours des batailles finalement? Parce qu'il y a une mauvaise volonté politique. Vous pensez que le préfet du département du Vouri n'a pas compris, il n'est pas dans son rôle? C'est un problème d'éducation sur le code qu'il faut faire, comme vous l'avez dit. Il faut éduquer l'autorité, déconcentrer sur l'application du code. Parce qu'à présent, les maires s'en sortent parce que comme c'est un pouvoir qui leur est transféré, ils se l'approprient. On a vu le cas de Djibouti Penja où un maire parce qu'il a barré une carrière avec ses adjoints, puis personne ne sort. On a vu comment des batailles épistolaires se déroulent à Fumban. Sauf que l'autorité déconcentrée, qui reste encore le patron de ce qu'on appelle la légalité des décisions des maires et de la régularité de ces décisions, a encore un droit de regard. Plus un droit coercitif et direct, mais un droit, je peux dire, d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on dit que le préfet n'a plus le pouvoir d'annuler une décision d'un maire parce que le maire prend dans son territoire. Il a le pouvoir de l'annuler, mais en passant par un juge administratif qui doit constater l'illégalité ou bien l'irrégularité de ces décisions-là avant que le préfet ne puisse appeler pour annuler. C'est ça la procédure. Et donc le préfet dans son droit, sauf qu'il n'a pas respecté la procédure que prévoit le texte de la décentralisation. Donc c'est pour cela que je parlais de vice de forme dans la manière d'intervenir. Pris comme ça, on est entre le marteau et l'enclume. Est-ce que le maire va retirer son communiqué? Est-ce que le préfet du département du Vouri, le maire a déjà retiré le sien. Il faut bien constituer les téléspectateurs. Donc les communiqués sont retirés. Les élèves dans la région du littoral, à Douala, précisément dans l'arrondissement de Douala 1er, continueront à aller à l'école dès demain, habituellement, sans s'arrêter, comme cela a été indiqué par le maire au départ.
le maire aussi, et pour enchérir, le délégué régional des enseignements secondaires a pris un autre communiqué pour généraliser dans toute la région littorale. Demander à tous les maires de procéder effectivement à la suspension des cours pour pulvériser les écoles, afin de permettre que les cours reprennent dans la sérénité et permettre que le corona ne soit pas un motif de suspension des cours. Parce que si effectivement la pandémie prend corps dans les écoles maternelles et primaires, on est obligé de suspendre les cours maintenant cette fois. Et justement, revenons à la vraie problématique, parlant du Covid-19. Est-ce qu'il y a un probable confinement ou alors reconfinement au Cameroun, peut-être à travers la fermeture de quelques entreprises, peut-être pas forcément à l'école, ou alors à mi-temps, de manière partielle, 2 ou 3 fois par semaine à l'école, ou peut-être des entreprises qui sont appelées à être dans l'esprit du télétravail, peut-être devront reprendre dans cette perspective. Nous sommes au mois de mars. En France, ça a été le cas. On a réduit le temps des écoles. Au niveau des entreprises, beaucoup ont fermé, même si là-bas les conditions de travail et d'existence ne sont pas les mêmes qu'au Cameroun, même si on transpose. Il y a quand même de ce que le Cameroun a encore du chemin à faire. Est-ce que si on reconfine à nouveau au Cameroun, il y aura de grosses situations difficiles à gérer, et pour les ménages, et même pour les patrons d'entreprise? Commençons par ça, d'abord la sagesse du chef de l'État qui n'a pas cédé à la panique ou bien l'euphorie de départ où le chef d'État venait dire que je confine, je donne 10 000 milliards pour les populations, je vous aime, ainsi de suite. Il n'est pas dans ce folklore-là. Et vous avez constaté qu'il avait raison parce qu'à la fin, tous ces agissements n'ont servi à rien. Au Cameroun, on n'a jamais confiné. On a restreint la liberté pour éviter la propagation. C'est-à-dire, on a dit à partir de tel heure, on n'allait plus dans les lieux de promiscuité. Pour limiter la propagation, c'était l'objectif. On a dit dans les taxis, on a pris certaines mesures, pas confinées, on a jamais dit interdit de sortir de la maison. Par contre, on peut demander plutôt si on reprend ces mesures-là. Et si cette recrudescence continue, on sera obligé de revenir à ces mesures. C'est-à-dire qu'à partir de 18h, on ne sort plus, on va dans les bars, on ferme les églises, on ferme ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces gérants, ils vont vivre comment? Bon. Parce que le Covid, les effets pervers. Je pense que la question ne se pose pas. Effets... En France, les gens vivent comment? Non, on ne peut pas comparer la France. Au lieu qu'ils meurent, mais qu'ils vivent quand même là. On ne peut pas. Donnons la responsabilité. C'est une chère responsabilité. C'est une responsabilité. Bien sûr. Et le Cameroun l'a pris. On n'a pas des moyens pour confiner les Camerounais. Les Camerounais vont vivre de quoi? Il y a des gens qui vivent au jour le jour. C'est 80% de l'économie nationale. C'est pas vous qui gérez la caisse de l'État, monsieur. Permettez-nous de plus ça. Mais honorable, s'il vous plaît, cher monsieur, on va poser le débat parce que bientôt on va sortir de cette thématique. Il faut comprendre un truc qui est très simple. Le Camerounais, c'est la petite économie. C'est pratiquement 90-95% de l'économie camerounaise repose au niveau de la PME. Dans les familles au Cameroun, dans les ménages, les parents, si la maman ne sort pas, comme on dit, au quartier le matin pour aller chercher de quoi manger, on a vu le confinement, les Camerounais sont restés affamés dans leur maison. Et même les effets à manger. Nous jugeons le gouvernement incapable de tenir les ménages camerounais. C'est ça que je comprends. Mais c'était difficile. Et puis, ne parlons même pas du panier de la ménagère qui a toujours pris un coup. Le gouvernement à pouvoir tenir le confinement. C'est ça votre questionnement? Non, le gouvernement n'a pas envisagé le confinement. Ça, ce n'est pas envisageable. C'est responsable. Il a pris par proposé quelque chose, je l'ai dit. Nous devons une unité spéciale chargée de veiller au respect des mesures. Pour une maladie qui a 35 000 cas en un an, parce qu'on aura un an de parce que les Camerounais ne comprendront pas. Une maladie qui il y aura des communiqués, il y aura des messages du chef de l'État, mais je vous garantis, même sur les Camerounais, c'est sous-estimé le ministre de la Santé et il fait bien son travail. Laissons-le à l'heure. Je ne refuse pas le ministre de la Santé. Mais si tout le monde faisait son travail, on n'allait pas avoir ces frayeurs qui existent aujourd'hui, parce qu'il faut bien dire qu'il y a panique. Dans le monde entier, on ne doit pas se tenir et puis faire des conférences où on donne quand même des chiffres en indiquant, le ministre en sortant a dit que si ça continue, on va aller vers les vaccins automatiquement. Et nous sommes convaincus qu'en tant que Camerounais, on va vacciner bientôt les gens. Et il y a des méthodes pratiques pour le faire. Ceux qui vont se sentir mal ou qui seront du côté du Kousк, du centre hospitalier pour les urgences relativement aux personnes concernées par le Covid, on ira vacciner les gens là-bas. Et automatiquement, ça va rentrer dans le circuit et chacun se fera vacciner. C'est une probabilité, bon, le ministre l'a dit, c'est une probabilité. Le vaccin n'est pas obligatoire au Cameroun, rappelez-vous aussi. Quand vous vous sentez mal, et on vous dit, voilà un élément quand même qui peut vous aider. Même s'il est préventif, voilà. Ça il faut bien il est préventif. Maintenant, est-ce que, bon, en tout cas, une autre chose est simple, Monseigneur Samuel Cléda et les autres tradipraticiens de santé au Cameroun auraient bien pu faire l'affaire. Comment comprendre que d'aucuns ont motivé ces tradipraticiens dans leurs différents traitements et que par la suite, qu'on dise qu'il faut qu'on fasse venir les vaccins, ça veut dire que sur le plan local,
on n'a pas cette chance. Vous Dans savez mon que le sein, Cameroun est Pléda un commande de persiste l'OMS. et dit qu'on peut soigner. Il faut des protocoles. Justement, un problème à résoudre. Non, là, je peux lui donner Un raison. problème Parce à que- résoudre. Non, là, il a raison. Pourquoi? Parce que le Cameroun, étant membre de l'OMS, a le devoir de passer par les certifications internationales avant d'imposer la solution clé là. Et vous avez vu, avec les vaccins, on a raccourci tout ça. Mais pour le Cameroun, ce sera un peu compliqué. Pourquoi Mais la ne pas question- mettre cette clé-là mais la question au même de- niveau que AstraZeneca, Mais au même niveau la que question- mais BioNTech. là-bas, ça Et- persiste C'est une aussi. question de volonté politique. Au-delà de la volonté, hein. Volonté politique. Je voudrais préciser, hein. Est-ce qu'il manque réellement de volonté Vous savez, nous savons, vous savez, honorable, traditionnalisme. honorable, Janvier, vous savez, honorable, la mise en place d'un vaccin, disons son expérimentation, c'est au moins 10 à 15 ans. Mais comment comprendre que ce vaccin, en 2 ou 3 mois, est déjà opérationnel et on peut l'utiliser partout sans restriction? Ça, moi, je comprends. C'est nous insulter. Non, c'est pas nous C'est insulter. insulter le génie africain. C'est Non, insulter c'est le pas génie Pas forcément, hein, mais je dis Ce que je propose. est-ce qu'on a eu le temps de l'expérimenter? Est-ce qu'on a eu le temps de l'étudier? Nous sommes dans une cadre du corps, une pandémie. La pandémie appelle à ce qu'on appelle un Je vais vous dire quelque On chose. fait un statut qu'on arrête tout, on dit trouver une solution. Je vais vous C'est-à-dire dire quelque qu'on chose. convainc les intelligences et c'est tout ce qu'il faut dire en avant. On met les énergies pour casser toute une solution. Il y a autre 5 laboratoires au monde qui font les trucs de Corona. Et ils ont suspendu toute la production pour ce rien que sur le Corona. C'est ça que vous devez comprendre. Monsieur, Les intelligences Monsieur réunies, Roosevelt, on peut mettre à ce que nos on trouve une solution forêts en temps record. contiennent tous les médicaments qui peuvent soigner. Nos forêts contiennent Monsieur toutes Janvier Fa. les opérations qui pourront permettre à Monsieur résoudre Janvier Fa. les problèmes sanitaires des Vous avez quel individus. laboratoire Pour sortir, finalement, pour sortir, qu'est-ce qu'on retient? C'est S'il vous L'État plaît, cher monsieur, investit. L'État en une minute en pour sortir. créant des C'est actions. pas l'État qui investit. Je propose C'est les la création particuliers. d'un secrétariat. AstraZeneca, ce n'est pas l'État, c'est pas l'État français. BioNTech, c'est pas l'État anglais. Non, c'est les particuliers. Vous devez le faire, vous. Pourquoi Tous tu les penses que Camerounais c'est l'État? n'ont pas de l'argent. Non, Il qui faut n'ont pas investir l'argent? dans la médecine Mais locale. initiez, monsieur Janvier Fa. Ne pensez pas que le gouvernement va tout Merci. faire. Créez un laboratoire. Investir dans la médecine Créez un locale. laboratoire. Merci. Merci. On a du mal à produire les simples médicaments. Vraiment, ne nous cachons Mais pas. c'est donc vous avez C'est la dit vérité. que- Nous sommes au Cameroun. On n'a pas les moyens pour. On a le les ministère de la éléments Recherche actifs scientifique forêt et de qui l'innovation. permettront à Quel ce qu'on puisse investissement soigner. Il faut motiver, hein, il faut encourager. Il faut motiver, c'est Non, clair. le Il n'y a Minérésie- pas de motivation, il n'y a Non, pas il y en a. Il y en d'investissement. a. Les motivations sont là. Et je crois qu'il y a la pays. On a le Fibangras hein, qui n'a pas eu de Bon, le grand Fibangras, succès auprès des Qui a Camerounais. encore bonne des certifications. Qui a encore des certifications. Reconnaissons les mêmes, ce que l'a dit. Voilà, Parce c'est- que ces médicaments, non, ne rions C'est pas. qu'on- Ce Fibangras. C'était une là, originalité Fibangras, du Cameroun, il ne faut pas si on qu'on se réussissait cache. à lui trouver ces éléments actifs et on prend le dosage, on peut l'imposer à l'international, comme on a fait pour le problème de Penja, ainsi de suite. Pourquoi ne pas penser à cela? Et c'est ce que vous pouvez poser au gouvernement. Merci, cher C'est-à-dire monsieur. que Merci pour localement, cette on peut première faire que thématique. Nos solutions locales soient expertisées et qu'on puisse quantifier les éléments actifs présents à l'intérieur avec le dosage précis et qu'on les exporte. Ah, merci bien. C'est On a pourquoi commencé Mais par, c'est ça, on a alors, commencé je pense par, que ce sera- on a commencé par les chauves-souris. Il y a un problème. On a commencé par les chauves-souris. Hein. Il a dit que c'est Dieu qui sauve, vous voyez. Les Camerounais, Allez, les on Camerounais va n'ont pas international. d'argent. Les Camerounais n'ont pas Voilà. d'argent. Merci. C'est la science. Hein. C'est la science. c'est- Et également, il faut C'est à l'État tout d'investir de dans la même dire médecine que traditionnelle. au départ, Je rappelle, nos forêts ont tous les médicaments qui peuvent soigner Monsieur, n'importe quelle si maladie. le Brésil n'a pas de Fibangras, C'est ce que je le dis. Dis pas que tu n'investis pas quand même. Ouais, ça va vite comme merci, ça. merci, Le Brésil, merci, quand merci, même. cher monsieur. On sort de cette thématique, hein, s'il vous plaît. C'est vrai qu'au départ, il y a eu beaucoup de supputations, il y a des choses qui ont été dites, peut-être vraies, peut-être pas vraies. On a accusé des chauves-souris, on s'est retrouvé dans le Fibangras. Après, on a dit, non, sont les Chinois. On allait dans tous les sens. Il y a plus d'un an au plus fort de cette pandémie. Mais ce qui est bien clair, c'est que les praticiens de santé au Cameroun ont travaillé, proposent des médicaments qui pourraient aider les Camerounais victimes du Covid-19, mais sauf que la certification de leurs produits, peut-être la présentation des protocoles ne sont pas aussi faciles pour ces gens parce qu'ils refusent de présenter le protocole au pouvoir public pour voir et pour certifier effectivement qu'on peut trouver guérison. Mais nous restons dans une logique citoyenne, c'est-à-dire qu'un chercheur ou alors un praticien de santé vous dit je peux soigner, vous allez, vous faites consulter, si vous êtes déclaré positif, vous revenez, vous suivez le traitement pendant peut-être 1-2 semaines et après on regarde, vous êtes guéri. Finalement, ça indique que le traitement peut être positif. En tout cas, c'est ce qu'on retient pour les Camerounais. Merci de nous rester fidèles. On va aborder la dernière thématique de cette tranche d'antenne ce soir. On va aller à l'international et parler de politique en s'arrêtant au niveau de la Côte d'Ivoire. Là-bas, les élections législatives sont annoncées. C'est dans
quelques jours seulement. Mais parmi les candidats, alors les partis politiques qui pourraient participer, le Front populaire ivoirien d'Alassane de Laurent Gbagbo, voilà, qui se trouve encore du côté de l'Europe. Hein. On espère pour ce mois de mars son retour, alors qu'il y a quelques semaines, on indiquait qu'on lui avait remis son passeport. L'a-t-il? Quelles sont les conditions de retour en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est juste une imagerie pour passer et la présidentielle et les législatives? Bref, faire le carton plein avec les élections locales de ce côté-là, du côté de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas beaucoup du retour de Blé Goudé. L'honorable Tidjo, je vous donne la parole. Gbagbo, au vu des conditions existentielles en Côte d'Ivoire et du mandat d'arrêt, il faut préciser, qui est dressé contre lui en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est fort probable qu'il y ait un retour de Gbagbo, peut-être pendant les élections ou alors avant les élections, pour qu'il y ait un apaisement du côté de la Côte d'Ivoire? Je crois que c'est un jeu politique qu'il faut bien cerner avant de se prononcer dessus. Premièrement, c'est le président Ouattara. Je crois que la Côte d'Ivoire, c'est un pays ami au Cameroun. Il faut d'abord commencer par le préciser. Je crois que c'est un fin politicien qui a su jouer sa carte. En 2010, quand il accède au pouvoir, on connaît comment il a accédé au pouvoir. Il a fait un premier mandat assez difficile, où il a quand même réussi à prouver par l'économie et le taux de développement qu'il a engrangé. En 2015, il modifie la constitution, se maintient, fait son deuxième mandat au moment, et à la fin de son mandat pour quitter, deuxième mandat pour quitter, il y a tout un jeu que personne ne peut qualifier aujourd'hui entre décès, maladies, ainsi de suite, où il se retrouve encore au lieu de se représenter encore. Sauf pour se représenter, on constate qu'il fait condamner 2 acteurs majeurs de la politique ivoirienne par contumace. Ils ne sont pas là, on les condamne quand même pour dire ne revenez pas en Côte d'Ivoire pour une période de 20 ans. Mais ça, c'était pour protéger les élections, que ça se passe dans l'ordre et la régularité. Maintenant, son coup réussit. On voit qu'il y a des personnes pour les faire revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que l'objectif de l'élection est passé. Il a été réélu, il est président, s'est confié prêter serment. Maintenant, il peut revenir pour les petites élections qui sont législatives et locales, sans souci. Donc, ce jeu politique, il faut savoir bien cerner et voir que l'acteur majeur a toujours gagné dans son propre film. Maintenant, le retour de Gbagbo, quels peuvent être les effets de ce retour? Parce que c'est la véritable question qu'il faut poser. Et le retour de Gbagbo sous-entend Blé Goudé. Ils ont les deux la même sentence au niveau de l'arrêt, au niveau de la côte. C'est la même sentence. On ne peut pas faire rentrer l'un sans l'autre, père et fils. Son retour va d'abord... ça va regarder la scène politique ivoirienne et permettre la participation, parce que lui, s'il est candidat, rassurez-vous que le parti qui portera va faire renaître son parti, le FPI, et faire que tous les Ivoiriens vont sortir et de là légitimer l'élection qu'il y aura en cours. Maintenant, s'il lui rentre, parce que son fils, rappelons-le, Blé Goudé a déjà son propre parti, le COGEP, est-ce que les deux iront ensemble, iront-ils en rang dispersé? C'est ça qu'il faut voir, et surtout pour voir l'ampleur et la portée de sa présence en territoire ivoirien à peu près 10 ans. Est-ce qu'on pourrait arrêter les poursuites, par exemple, si jamais il arrivait? Parce que la loi est là, hein, les condamnations relativement à ces affaires en Côte d'Ivoire, tant du côté de Gbagbo que Blé Goudé, et aussi Guillaume Soro sont sous le coup d'un mandat d'arrêt. Est-ce que le mandat d'arrêt, lui qui n'est pas encore levé contre ces personnes, est-ce que s'il retourne en Côte d'Ivoire, ces gens-là auront l'occasion de rester pour ces élections? Je ne pense pas. Je pense que s'ils ne peuvent pas rentrer sans que... Parce qu'ils ont encore gardé leur nationalité ivoirienne durant tout le séjour à l'étranger. Ils n'ont pas défailli un temps au moment de leur papier. Donc la condition de leur retour, c'est forcément la levée de cette sanction-là. Et je crois qu'une grâce présidentielle peut venir effectivement adoucir leur... Et ça veut dire tantôt que le chef de l'État, Ouattara, peut juger que actuellement, comme la présidentielle est passée, le calme est déjà régnant en Côte d'Ivoire, on ne sent plus le coup de fil ainsi de suite, ni de levée de voix. Il peut les faire revenir pour permettre à ce que l'élection législative qui aura lieu ait un engouement réel et qu'il y ait une revigorisation de la scène politique ivoirienne avec leur présence. C'est quand même 2 tenants qui vont revenir là. Merci. Et par là, légitimer l'élection qui viendra, parce qu'on va avoir un taux de participation très faible et vraiment comme essayer les de gagner. Jean-Vieux, vous croyez un retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire? On ne parle pas beaucoup de Guillaume Soro, hein, lui qui est pratiquement renvoyé au calendrier grec depuis son départ de ce pays. Est-ce qu'il y a un probable retour de Gbagbo pour les élections qui arrivent de ce côté-là? Est-ce qu'il peut avoir une grâce présidentielle signée donc quelques jours avant ces élections par le président Alassane Ouattara? Quel est le schéma, à votre avis, qui peut être envisagé? Ou alors on reste dans la perspective, telle que l'a indiqué l'honorable Alain Roosevelt Tidjo, qui disait que ça peut être un effet juste le temps d'apaiser et de faire dérouler les élections, alors que Gbagbo ne retournera jamais de sitôt dans son pays, peut-être dans un passé ou alors dans un présent très lointain. Je partage tout à fait l'idée, ou alors l'avis, et même les propositions de M. Roosevelt. En fait, c'est au président de la République, président Ouattara, de jouer sa partition. Ouais, parce que nous sortons
d'une élection présidentielle qui a coulé le sang. Et M. Ouattara veut peaufiner son image, il veut la blanchir. Ce blanchiment passera non seulement par une augmentation de la population, du nombre d'électeurs, un accroissement ou alors une dynamisation de la scène politique. Donc je pense qu'il peut y avoir une grâce présidentielle qui pourra jouer pour le président Ouattara parce qu'il doit sauver son mandat. Nous sortons, rappelons-le, d'un contexte difficile où la présidence a laissé des morts. Et pour ça, il faudrait redynamiser l'aspect politique ou alors la cour politique de la Côte d'Ivoire en attribuant une grâce présidentielle pour ma part pour le président de Gbagbo qui va relancer le débat politique au sein de la société ivoirienne. Un débat politique qui est grippé pour certains depuis cette élection qui a vu la participation sur une vingtaine de candidats presque, donc de 4 candidats seulement qui ont été retenus par la CENI, ce qui a été difficile pour l'ensemble des Ivoiriens. Donc Alassane Dramane Ouattara a donc réussi à remporter cette élection. En tout cas, il a mis sur pied un ministère chargé de la réconciliation avec les Ivoiriens eux-mêmes, donc un ministère qui est dirigé par Kakabe, Kwabena Konan Bertin, qui était l'un des candidats malheureux à cette élection présidentielle. Donc on pensait qu'on est resté dans une logique, dans une dynamique de conservation du pouvoir et de respecter les engagements pris avec le jeune Kwadjo Bertin, alors qu'à côté, il y avait de redoutables, comme Pascal Affi-N'Guessan qui était à cette présidentielle, mais qui ont été littéralement écrasés en termes de résultats, avec une participation assez faible, donc d'un taux assez faible pour les populations ivoiriennes. Chers messieurs, on poursuit cet échange autour de la Côte d'Ivoire notamment, mais parlons maintenant de l'esprit ivoirien qui devra être un esprit d'apaisement, un esprit de patience, parce que d'aucuns ne pensaient pas qu'Alassane Dramane Ouattara, à l'heure actuelle, devait encore être présent en Côte d'Ivoire. On a vu la pression internationale dont il a été victime, une pression qu'il a subie non seulement de la part de la mère patrie qu'est la France, d'abord en déclarant là-bas qu'il ne sera pas candidat et qu'il aura un candidat qui va mieux conduire ses destinées, son projet. Malheureusement, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était comme son candidat, son dauphin pour la présidentielle, est décédé par la suite. Il n'a pas laissé le pouvoir, il a choisi de reprendre ce pouvoir afin de continuer son projet, ce qui a été fait. Mais alors que d'aucuns estimaient que Ahmed Bakayoko, par exemple, l'actuel chef du gouvernement ivoirien, pouvait bien conduire les destinées. Mais sauf qu'entre les deux hommes, ce n'est pas une paix assez durable. Ils se regardent en chien de faïence parce que les autres ont des ambitions présidentielles, c'est pour prendre cette place-là. Au vu de lorsqu'on réfléchit sur l'échiquier politique ivoirien, est-ce qu'on peut avoir encore la participation des classiques, comme vous avez Pascal Affi-N'Guessan, vous avez également d'autres membres du gouvernement ivoirien qui, un temps soit peu, avaient choisi aussi d'aller à la même présidentielle, mais avec beaucoup de réserves. Vous avez également une faction du RHDP qui a donc choisi de faire des rapprochements avec le PDCI, ou alors ceux qui, ils sont plusieurs, c'est d'autres qui ont choisi dans un deuxième temps de faire des rapprochements avec le Front populaire ivoirien, étant sûr que le retour de Gbagbo est imminent et que Pascal Affi-N'Guessan, qui tient pour l'instant les rênes du FPI, pourrait être mis de côté pour laisser la place à Gbagbo de travailler. On sait bel et bien les accointances qu'il y a entre le président de la République et ses autres formations politiques. On ne peut pas attendre grand-chose pour certains analystes politiques relativement ou alors concernant les élections en Côte d'Ivoire. Si on venait à faire ces élections sans la participation de Gbagbo et autres, quel peut être le schéma par la suite? Est-ce que le PDCI aura toujours cette majorité reconfortante à l'Assemblée nationale, avec forcément peut-être un président issu de ces rangs-là? Quel peut être le schéma sans Gbagbo, sans les principaux partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire, pour une élection comme peut-être à l'arraché, comme elle s'est déroulée à la présidentielle? Je pense qu'on ne doit même pas poser cette question de schéma pour une élection sans Gbagbo. On connaît déjà, on sait que le PDC va rafler ça, c'est enfin, parce que ce que nous devons savoir, c'est qu'actuellement en Côte d'Ivoire, le président Ouattara est accepté. Et il a joué la diplomatie après les élections, au point où la Côte d'Ivoire, que nous connaissons comme pays brûlant, ainsi de suite, n'a pas eu de gain, n'a pas eu de soulèvement populaire assez grave, parce qu'on a vu quand même le soulèvement, mais ça n'a pas été à un niveau critique, comme en 2010. Est-ce que là, il n'a pas réussi son pari? Il a réussi son pari, raison pour laquelle l'apaisement, ayant donc réussi le pari de l'apaisement, s'il n'y a pas le retour de Laurent Gbagbo, il va rempiler. Il n'aura même pas, le PDC n'aura pas de problème pour rempiler. Maintenant, la réception viendra si Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire, parce que Laurent Affi-N'Guessan du FPI va forcément s'aligner derrière son maître.
le parti le COGEP de Blé Goudé va forcément s'arrêter derrière lui, et tous les anciens fidèles du président Gbagbo vont retourner, même ceux qui sont entrés au PDCI, vont retourner vers lui forcément, disons une majorité. Le manteau est retourné et par fidélité doivent rentrer. Est-ce qu'on va, et là, il y aura redistribution forcément des cartes. Il y aura donc la dualité en haut, FPI, l'ancienne dualité, FPI et RADP. Ce sont les deux qui vont maintenant être. On verra qui va gagner. Par le gagnant sera sûr d'aller à la présidentielle et gagner. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, avec les grands projets de société engagés par le président Alassane Dramane Ouattara, donc on pense qu'il s'agit d'un éléphant blanc parce que le pays est fortement endetté avec des gros projets dans ce pays. Mais sauf que les Ivoiriens, dans leur immense majorité, ne ressentent pas cette flexibilité dans leur vécu quotidien. La pauvreté se fait ressentir, mais ils ne profitent pas de cette manne financière, mais qui est plutôt aux infrastructures et non accompagner le quotidien des Ivoiriens. C'est ça qu'il faut dire. En quelques secondes. C'est ça qu'il faut dire, parce que ne voyez jamais les chiffres de croissance qu'on balance à tout vent pour les chefs de l'État. C'est le point de la ménagère qui parle. Tant que là, ce n'est pas effectif, tout ce qu'on appelle ça entre parenthèses le bluff. Merci. Je reviens là sur la question. La Côte d'Ivoire va-t-elle résister comme pour la présidentielle au niveau des élections, au niveau des municipales, législatives? Est-ce que ça va bien se dérouler avec ou sans Gbagbo? Je pense que ça va relancer le débat avec Gbagbo, ça va relancer le débat de la confortabilité politique, dans la mesure où nous sortons d'un contexte de crise, la présidentielle qui a laissé certains morts. Donc il faut redynamiser les populations, il faut redonner la paix, il faut conforter la population de sorte à ce qu'il y ait un véritable équilibre politique. Parce que c'est l'équilibre politique qui contribue à apaiser les populations et contribue même au développement. Parce que s'il n'y a pas d'apaisement politique, nous entrons dans un contexte de guerre. Dans un contexte de guerre, il n'y a pas construction des écoles, il n'y a pas construction des infrastructures, chacun est chez lui, personne ne mange. Donc je pense que c'est le défi à relever. Faire revenir Gbagbo et relancer le débat politique pour permettre à ce que le développement ne puisse plus être un rêve innocent. Que ce soit une affaire de tous et de chacun et que les Ivoiriens en profitent. Merci Janvier Mbala Efa pour cette participation ce soir. Je souligne que vous êtes diplomate, également homme politique qui scrute la société au Cameroun. Merci d'être venu ce soir. Merci à l'honorable Roosevelt Alain Tidjo d'avoir participé à cet échange. Je voulais également particulièrement saluer le maire de Njombe Pendia pour le Rikingé, qui s'est exprimé sur nos thématiques ce soir, qui dit que si c'était lui à la place du maire de Douala Ier, c'est le tribunal administratif qui allait les séparer pour la question et qu'il faut respecter la décentralisation mise en place par le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi Médiacratie ce soir. Je vous souhaite une excellente semaine. Demain, je vous retrouve avec une nouvelle thématique et d'autres invités. Bonsoir et merci de rester sur Cam'Dis TV.